Le 1er septembre 1939, la Wehrmacht entre en Pologne. 2 jours plus tard, l'Angleterre, puis la France, déclarent la guerre à l'Allemagne. Mais ne lancent aucune offensive sur le territoire du Reich. La campagne de Pologne n'est qu'une formalité, malgré la résistance souvent héroïque des Polonais, mal équipés, face à la Wehrmacht. En 2 semaines, l'armée polonaise est totalement détruite et seule Varsovie résiste encore. Le 28 septembre, Varsovie tombe, le monde médusé assiste à la première victoire militaire allemande. La Pologne est démembrée. À l'ouest, les nazis mettent en place dès les premiers jours de leur occupation le nouvel ordre ethnique voulu par leur Führer. La Pologne doit être détruite en tant que nation. Et conformément au protocole secret du pacte germano-soviétique, l'est du pays est occupé par l'armée rouge. Une occupation, elle aussi, extrêmement brutale. 250 000 Polonais sont incorporés de force dans l'armée rouge ou condamnés aux travaux forcés. Près d'un demi-million supplémentaire sera déporté vers les goulags de Sibérie. Et au printemps 1940, 22 000 prisonniers de guerre polonais seront exécutés d'une balle dans la tête sur ordre de Staline et leurs familles déportées au Kazakhstan. Sur le front ouest, pourtant, Français et Anglais ne bougent pas. Les quelques 3 millions d'hommes massés par les Alliés de la frontière suisse à la mer du Nord restent l'arme au pied, pendant que la Pologne est dépecée par ses envahisseurs. Des mois durant, les belligérants s'observent de part et d'autre de la frontière occidentale du Reich. C'est la drôle de guerre. Puis, le 10 mai 1940, la Wehrmacht passe à l'attaque, mettant en œuvre le plan qu'Hitler avait imposé à ses généraux contre leur gré. Et en quelques semaines, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et enfin la France tombent comme des quilles sous les coups de boutoir des blindés nazis. Le 22 juin 1940, un an jour pour jour avant l'attaque sur la Russie, la France signe un armistice avec l'Allemagne. L'Angleterre est désormais seule face à la déferlante nazie. Le lendemain, Hitler est à Paris et il fait du tourisme dans cette ville dont il est à présent le maître. Sa marche triomphale vers la domination du continent est loin pourtant d'avoir été sans faille. Il s'est souvent trompé dans ses prévisions et ses calculs, et chaque fois a frôlé la catastrophe. Il ne l'a finalement emporté que parce que ses adversaires ont longtemps été trop timorés, et il ne pense plus qu'aux steppes russes. À ses secrétaires, il déclare avec exaltation « Je suis le plus grand Allemand de l'histoire ». Il en est convaincu, il est celui qui rendra à l'Allemagne les territoires qui lui reviennent à l'Est, parachevant les conquêtes des chevaliers teutoniques et de l'empereur Frédéric Barberousse, Barbarossa en allemand. Les SS du Bureau pour la race et le peuplement préparent l'occupation des territoires conquis sur l'Union soviétique. Le plan général pour l'Est, qui s'élabore, prévoit d'étendre au territoire d'Ukraine, de Biélorussie et de Russie la politique déjà appliquée en Pologne. Ce ne sera pas une simple occupation, mais une colonisation, et des plus radicales. Les habitants des villes, slaves ou juifs, seront exterminés ou repoussés au-delà de l'Oural. Les paysans seront réduits en esclavage au profit des colons germaniques qui s'implanteront en masse pour repeupler les territoires laissés libres. Et pendant que les théoriciens délirants du régime nazi préparent le dépeçage de l'URSS, la Wehrmacht, elle, prépare l'invasion. Entre l'été 1940 et le printemps 1941, 2 millions d'hommes sont acheminés le long de la frontière soviétique. Des mouvements de troupes importants sont signalés en Roumanie et en Finlande. Des préparatifs qui n'échappent pas au service secret soviétique. À Moscou, on s'inquiète. Tout au long de l'été 1940, les relations entre l'Allemagne et la Russie se détériorent. Et le 18 décembre 1940,
Hitler signa en secret la directive de guerre numéro 21, ordonnant l'invasion de la Russie pour le printemps 1941. Nom de code, Barbarossa. Ce qui est certain aussi, c'est que Staline, malgré les informations indiquant l'imminence de l'attaque, refusa d'y croire jusqu'au matin de l'invasion. Des travaux gigantesques sont effectués pour préparer l'invasion. Les routes polonaises sont élargies pour faciliter le passage des chars. Les voies de chemin de fer sont doublées. Des aérodromes sont construits le long de la frontière. Au printemps 1941, le Troisième Reich est à son apogée. Les armées hitlériennes occupent l'Europe de la Norvège à la Grèce, de la Pologne à la Bretagne. En moins de 2 ans, l'Allemagne a imposé la loi de son Führer à tout un continent. Une loi fondée sur la race, une dictature implacable, dans laquelle la police et le parti nazi ont un pouvoir de vie et de mort sur tous et chacun. Partout, dans l'Europe hitlérienne, la persécution des Juifs et des Tziganes est organisée de façon systématique. Déjà, en Pologne, les premiers Einsatzgruppen massacrent sur place les populations juives, qui ont le malheur de se trouver sur les zones que Berlin destine à l'installation de colons allemands. Le loup de Berlin a déjà enclenché le processus innommable qui conduira à la Shoah. En mai, les survols d'avions de reconnaissance allemands au-dessus des lignes soviétiques se multiplient de façon inquiétante. Début juin 1941, un espion soviétique de premier plan, Richard Sorg, implanté à Tokyo, avertit le Kremlin que l'invasion aura lieu dans la nuit du 21 au 22 juin. Mais Staline ne lui fait pas confiance. Il n'est pas encore 3 heures, au matin du 22 juin 1941, lorsque les troupes soviétiques massées tout le long de la frontière occidentale de l'URSS entendent le vrombissement des premiers avions allemands qui passent au-dessus de leur tête. À 3h17, la flotte soviétique de la mer Noire signale qu'un grand nombre d'avions la survolent en direction de Sébastopol. À 3h30, Minsk est bombardé. À 3h33, c'est au tour de Kiev. À 3h40, les bombes allemandes pleuvent sur les pays baltes. Au même moment, le long d'une ligne de front de plus de 2500 km, les 9000 canons de la Wehrmacht ouvrent le feu sur les lignes russes. La terrifiante machine de guerre allemande s'est mise en marche. 210 divisions, regroupant 3 millions d'hommes en armes, près de 3000 avions et 3500 chars partent à l'assaut de l'URSS. La plus grande offensive terrestre de l'histoire vient de débuter, l'opération Barbarossa. À 3h45, le général Zhukov réveille Staline, qui dort dans sa datcha, à une demi-heure de route du Kremlin. Cette scène n'a pas été filmée, mais il en existe plusieurs transcriptions écrites. Zhukov dit « C'est la guerre. Les Allemands nous attaquent, partout. » Staline reste hébété quelques secondes. Zhukov demande « Camarade, vous avez compris ce que je viens de vous dire ?» Staline finit par répondre « Не может быть, чтобы Гитлер был в курсе. Это наверняка провокация немецких генералов. » Une provocation? Non. C'est une attaque préparée de longue date. L'ultime bataille entre les Slaves et les Aryens et la conquête par ceux-ci de leur Lebensraum, leur espace vital, sur les steppes russes. L'armée rouge subit un choc cataclysmique et vacille. Des centaines d'avions russes sont détruits avant d'avoir pu décoller. Et ceux qui y parviennent sont broyés sous le nombre. Au sol, les lignes de défense sont enfoncées, des centaines de chars détruits. Des milliers de soldats russes hébétés sont surpris en plein sommeil. Au Kremlin, autour de Staline, l'abattement est total. Pendant plusieurs jours, Staline reste cloîtré au Kremlin. Personne en Russie ne sait ce que fait le Vojde, alors même que les Allemands avancent à pas de géant dans toutes les directions.
l'armée rouge est en déroute. Le 3 juillet, enfin, Staline s'adresse au peuple de l'Union soviétique. Au traditionnel commencement, citoyens, camarades, il ajoute « mes frères et mes sœurs ». Un détail, mais dont le sens n'échappe à aucun des millions de soviétiques qui entendent ce discours. Avec son style lourd et sans emphase, Staline vient en fait de donner la clé de la victoire. Cette guerre ne sera pas une guerre entre deux régimes politiques, mais la lutte de tous les peuples de la Russie éternelle pour sauver la patrie d'un envahisseur barbare et implacable. Dès les jours qui suivent le 22 juin, les Allemands pressentent les difficultés qui seront les leurs pour les 4 ans à venir. Des milliers de soldats russes, encerclés par la fulgurance de l'attaque allemande, refuseront de se rendre et se battront des semaines durant, préférant la mort à la captivité. En quelques semaines, la Wehrmacht atteindra les faubourgs de Leningrad, d'Odessa, de Moscou. Mais elle n'ira pas plus loin et sera prise au piège du terrible hiver russe et de l'inflexible détermination de l'armée rouge dirigée par Zhukov. Le siège de Leningrad durera 2 ans et coûtera des centaines de milliers de morts à la Wehrmacht. À Stalingrad, elle connaîtra sa plus grande défaite et perdra encore près de 400 000 hommes. Lorsque les Alliés débarqueront en Normandie, les 9/10 de l'armée allemande seront mobilisés contre l'armée rouge. Le rêve de domination du monde des nazis et de leur fureur conduira à la destruction de l'Allemagne et s'achèvera par une reddition sans condition dans les ruines fumantes de Berlin. Le 22 juin 1941, aveuglé par sa mégalomanie et ses victoires trop faciles, Hitler avait bel et bien signé son arrêt de mort.